Ma famille a chanté joyeux anniversaire devant un gâteau portant le nom de mon frère. Papa a dit, c'est juste un gâteau. N'en fais pas tout un drame. Maman a pris une photo et l'a publiée. Tout le monde a continué à manger. J'ai terminé ma part en silence et je n'y suis jamais retourné. 2 mois plus tard, ils m'ont demandé d'organiser sa fête surprise. Je m'appelle Michel. J'ai 32 ans et je veux vous raconter le moment où j'ai réalisé que j'étais essentiellement un figurant dans ma propre famille. Pas non plus un figurant cool. Pas le gars dans la scène du bar qui reçoit un signe de tête complice de l'acteur principal. Plutôt la forme floue qui passe devant une fenêtre et que personne ne remarque à moins de faire un arrêt sur image. Et même là, il dirait probablement, c'est une personne ou un porte-manteau. C'est moi. Le porte-manteau familial. Sauf que les porte-manteaux, au moins, on les utilise. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans un quartier résidentiel agréable en banlieue d'Orléans. Un endroit plutôt sympathique, le genre d'endroit où les gens se font signe depuis leur allée, mais ne connaissent pas vraiment le nom de famille des autres. Mes parents, Claire et Philippe, ont eu 2 enfants. Moi, l'aîné de 3 ans, et mon jeune frère, Alexandre. Et avant que vous ne posiez la question, oui, Alexandre. Ma mère l'a choisi dans un livre de prénoms pour bébé et a dit que cela sonnait distingué. Pendant ce temps, j'ai hérité de Michel, ce qui est très bien. C'est un prénom parfaitement correct, mais personne n'a jamais qualifié Michel de distingué. Michel, c'est le nom du gars qui répare votre lave-vaisselle et vous facture un prix juste. Alexandre, c'est le nom du gars sur la brochure d'un club nautique. Cela résume assez bien comment les choses se sont passées chez nous en grandissant. Alexandre était l'enfant prodige. Et je ne dis pas cela de la manière désinvolte dont les gens utilisent cette expression. Je le dis d'une manière très spécifique, très documentée, très photographiée. Écoutez, je sais que chaque famille a sa dynamique. Je ne suis pas ici pour prétendre que j'ai eu une enfance tragique. Nous avions à manger, nous avions un toit, je jouais au football et personne ne me frappait. Mais il y a un type de solitude particulier qui vient du fait d'être dans une famille qui vous aime mais ne vous voit pas vraiment. Il se souvenait de venir me chercher à l'entraînement. Il ne demandait simplement pas comment s'était passé le match. Mon père, Philippe, est le genre d'homme qui exprime son affection par une attention sélective. Quand Alexandre a commencé à jouer de la guitare au lycée, papa lui a acheté une acoustique de qualité et s'asseyait dans le salon pour l'écouter s'entraîner tous les soirs. Quand j'ai rejoint le club d'éloquence et que je suis arrivé au final régional, papa a dit, c'est super, mon grand, sans lever les yeux de son téléphone. Alexandre était le programme de première partie de soirée. J'étais le téléachat de 3 heures du matin essayant de vous vendre une serpillière. Arrivé au milieu de la vingtaine, j'avais en grande partie fait la paix avec ça. Ou du moins, je le pensais. J'avais déménagé à environ 1h30 de route, à Tours. J'avais obtenu un emploi décent dans la gestion logistique pour une société de distribution, j'avais un petit appartement avec un chat nommé Oscar, et je m'en sortais bien, je ne prospérais pas, je ne me noyais pas. Je flottais simplement dans cet espace intermédiaire où l'on se dit que l'on est satisfait. Parce que l'alternative est d'admettre que l'on est un peu triste. Je rentrais toujours à la maison pour les fêtes et les anniversaires. C'était l'accord. Maman accordait une grande importance aux anniversaires en particulier. Elle sortait le grand jeu. Gâteau fait maison, décoration, un grand dîner de famille. C'était son langage de l'amour. Ou du moins, je pensais que c'était le langage de l'amour de tout le monde. Il s'est avéré que c'était spécifiquement le langage de l'amour pour Alexandre. Mais j'y reviendrai. Alors, laissez-moi planter le décor du jour qui a tout changé. C'était un samedi d'octobre et c'était mon 32e anniversaire. J'avais conduit les 90 minutes jusqu'à la maison de mes parents parce que maman m'avait envoyé un texto plus tôt cette semaine-là pour me dire qu'elle prévoyait un dîner spécial. Ses mots exacts étaient « Nous faisons quelque chose de vraiment sympa pour ton anniversaire, Michel. Ne sois pas en retard. » Et je n'étais pas en retard. Je suis arrivé à 17h30 pile. J'avais même apporté une bouteille de vin parce que je suis un homme adulte qui apporte du vin à des événements maintenant. La maison était belle. Il y avait quelques ballons attachés à la boîte aux lettres, ce que j'ai trouvé être une gentille attention. À l'intérieur, la table de la salle à manger était dressée avec les belles assiettes, celles que maman ne sortait que pour les fêtes et quand elle essayait d'impressionner quelqu'un. Ma tante Sylvie était là avec son mari Claude, ma cousine Camille et son petit ami.
Et évidemment, Alexandre était là avec sa petite amie Élise. Tout le monde a dit bonjour, m'a serré dans ses bras, l'habituel. C'était chaleureux. J'ai eu l'impression que j'avais peut-être été trop dur avec eux, que c'était peut-être l'année où ils allaient enfin me faire sentir que je comptais. Puis le gâteau est arrivé. Maman l'a apporté de la cuisine sur ce grand plateau de service blanc et tout le monde a commencé à chanter joyeux anniversaire. Je me tiens là comme un idiot avec ce grand sourire niais sur le visage. Sincèrement touché, ayant sincèrement l'impression d'être une personne qui a sa place dans cette pièce. Et puis j'ai baissé les yeux vers le gâteau. Il y était écrit « Joyeux anniversaire, Alexandre », avec un glaçage bleu. J'ai cligné des yeux, j'ai regardé à nouveau, il y avait toujours écrit Alexandre en lettres cursives avec une petite guitare en glaçage à côté parce que Alexandre joue toujours de la guitare et maman pense que cela résume toute sa personnalité. Personne n'a arrêté de chanter, pas une seule personne. Ils ont chanté toute la chanson. Et quand ils sont arrivés à la partie du prénom, la moitié de la pièce a chanté Michel et l'autre moitié a chanté Alexandre. Et cela s'est transformé en ce murmure superposé et étrange, comme une congrégation d'église qui ne les connaît pas. Quand ils ont fini, maman a posé le gâteau devant moi et a dit « Fais un vœu, mon chéri ». Je l'ai regardé. J'ai regardé le gâteau. J'ai regardé mon père et j'ai dit « Maman, il y a écrit Alexandre ». Elle a baissé les yeux et son visage a fait cette chose où il est passé par environ 4 émotions en 2 secondes. Confusion, reconnaissance, gêne, et puis, c'est la partie qui m'a achevé, rejet. Elle a fait un geste de la main et a dit « Oh, tu sais quoi ? J'ai commandé 2 gâteaux la semaine dernière parce que l'anniversaire d'Alexandre approche le mois prochain et la boulangerie a dû mélanger les noms. C'est le même gâteau cependant, la même saveur. Ce n'est rien. » Je suis resté là une seconde à assimiler le fait que ma mère avait regardé un gâteau avec le mauvais prénom dessus, le prénom de son autre fils dessus, le jour de mon anniversaire, et avait décidé que ce n'était rien, que l'intérieur comptait plus que ce qui y était écrit. Que je devais manger une part du gâteau d'anniversaire de quelqu'un d'autre et être reconnaissant. Alexandre, à son crédit, avait l'air un peu mal à l'aise. Il a en quelque sorte à moitié ri et a dit « C'est assez drôle, en fait, ce qui n'a pas aidé. » Élise lui a donné un coup de coude et il s'est tu. Je me suis tourné vers mon père parce que je ne sais pas. Peut-être pensais-je qu'il serait la voix de la raison. J'ai dit, papa, allez. C'est mon anniversaire. Ce n'est littéralement pas mon nom sur le gâteau. Et mon père, Philippe, un homme qui est en vie depuis 59 ans et qui m'a prétendument aimé pendant 32 d'entre elles, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, c'est juste un gâteau, Michel. Ne sois pas dramatique. Ne sois pas dramatique. C'est ce qu'il a dit. Le jour de mon anniversaire, alors que je me tenais devant un gâteau avec le prénom de mon frère dessus, pendant que tout le monde dans la pièce me regardait comme si c'était moi qui rendais la situation bizarre, j'ai ouvert la bouche pour dire autre chose. Mais avant que je puisse le faire, maman a sorti son téléphone et a dit « D'accord, rapprochez-vous tous pour une photo ». Et ils l'ont fait. Ils se sont tous serrés autour de moi et du gâteau qui disait « Joyeux anniversaire, Alexandre ». Et maman a pris la photo et a immédiatement commencé à tapoter sur son écran. Je savais ce qu'elle faisait. Elle l'a publiée sur Facebook. La photo de moi debout derrière le gâteau d'anniversaire de mon frère le jour de mon propre anniversaire, et elle n'y a même pas réfléchi à 2 fois. Tante Sylvie a coupé la première part et me l'a tendue. Camille faisait déjà défiler l'écran de son téléphone. Claude parlait à mon père d'une voiture qu'il pensait acheter. Alexandre et Élise se chuchotaient des choses. Personne ne me regardait. Personne ne demandait si j'allais bien. Alors, je me suis assis. J'ai pris l'assiette et j'ai mangé ma part du gâteau d'anniversaire d'Alexandre dans un silence complet. J'ai mâché chaque bouchée et je n'ai pas dit un seul mot. Quand j'ai eu fini, je me suis essuyé la bouche avec une serviette, je me suis levé, j'ai dit « Merci pour le dîner », j'ai franchi la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit 1h30 pour rentrer chez moi. Je n'ai pas pleuré pendant le trajet. Je n'ai pas crié. J'ai juste conduit en silence avec la radio éteinte et j'ai pensé à chaque fois que je m'étais dit que ce n'était pas si grave. À chaque fois que je leur avais trouvé des excuses, à chaque fois que j'avais dit qu'ils m'aimaient, qu'ils n'étaient juste pas doués pour le montrer. Et quelque part autour du kilomètre 60, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident des années plus tôt. Ils n'étaient pas mauvais pour le montrer. Ils n'en avaient tout simplement pas beaucoup à montrer. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là,
je me suis assis sur mon canapé avec Oscar ronronnant sur mes genoux et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai fait défiler le Facebook de ma mère et elle était là, la photo de moi debout derrière le gâteau, entouré de ma famille, et on pouvait clairement lire Joyeux anniversaire Alexandre sur le glaçage. La légende disait, célébration de l'anniversaire de notre Michel avec toute la famille. Tellement béni. Avec environ 4 émoticônes cœur et une émoticône gâteau, 23 j'aime, 7 commentaires. Tante Sylvie a commenté, quelle belle soirée. L'ami de ma mère, Dominique, a dit, tes garçons sont si beaux. Pas une seule personne n'a mentionné le gâteau. Pas une seule personne a dit, Claire, pourquoi ce gâteau dit-il Alexandre? Soit personne n'a remarqué, soit personne ne s'en souciait, soit tout le monde avait simplement accepté que c'était ainsi que les choses fonctionnaient dans notre famille. Michel a le mauvais gâteau. Michel fait avec. Michel ne fait pas d'histoire. J'ai posé mon téléphone et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Les jours suivants, je n'ai appelé personne. Ce n'était pas inhabituel parce que j'étais généralement celui qui initiait le contact. Si je n'appelais pas maman, maman ne m'appelait pas. Si je n'envoyais pas de texto à Alexandre, Alexandre ne m'envoyait pas de texto. C'était comme si j'avais ce contrat d'entretien invisible avec ma famille où j'étais responsable de toute la maintenance. Et il se pointait juste quand les lumières étaient allumées. 4 jours se sont écoulés avant que je reçoive un texto de ma mère. Il disait, tu es parti sans dire au revoir samedi. C'était impoli. Tante Sylvie l'a remarqué. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, je suis désolé pour le gâteau. Juste que j'avais été impoli de quitter mon propre dîner d'anniversaire où il m'avait servi un gâteau avec le prénom de quelqu'un d'autre dessus. J'ai fixé ce message pendant 10 bonnes minutes. Puis j'ai répondu en tapant, désolé, j'avais un long trajet. Et j'ai mis mon téléphone dans un tiroir. C'était la dernière fois que je suis rentré à la maison. Maintenant, je devrais vous parler des semaines qui ont suivi, car c'est là que les choses sont devenues intéressantes d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je me suis retiré discrètement, complètement et sans annonce. J'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté d'envoyer des textos. J'ai arrêté d'envoyer les messages de prise de nouvelles aléatoires que j'avais envoyés toute ma vie d'adulte. Je n'ai pas fait de déclaration. Je n'ai rien publié en ligne. Je n'ai pas envoyé de lettre expliquant mes sentiments. J'ai juste arrêté. Et voici le truc quand on est la personne qui fait toujours le premier pas. Quand vous arrêtez, le silence est assourdissant, mais seulement pour vous. Pour eux, c'est juste un mardi. 2 semaines ont passé, rien. 3 semaines, rien. Un mois entier s'est écoulé avant que je ne reçoive un texto d'Alexandre qui disait « Eh mec, ça va? Pas de nouvelles de toi. » J'ai dit « Ouais, juste occupé par le travail. » Il a dit « D'accord. » Et c'était tout. C'était l'étendue de l'inquiétude de ma famille après un mois de silence radio de ma part. Pendant ce temps, je traversais quelque chose que je ne comprenais pas entièrement à l'époque. J'ai appris depuis que cela s'appelle le deuil non reconnu, c'est-à-dire quand vous pleurez une perte que les autres personnes ne reconnaissent pas comme une perte. Je ne pleurais pas un décès. Je pleurais la famille que je pensais avoir, la famille que j'avais fait semblant d'avoir pendant 32 ans. Et la chose étrange à propos de ce genre de deuil, c'est qu'il ne vient pas par vagues. Il vient dans ces petits moments aigus tout au long de la journée. Vous vous versez du café et soudain vous vous rappelez la fois où votre père a conduit 3 heures pour voir le concert universitaire d'Alexandre, mais n'a pas pu traverser la ville pendant 20 minutes pour votre dîner de promotion. Vous êtes en réunion au travail et vous avez un flashback du Noël où votre mère a emballé 16 cadeaux pour Alexandre et 9 pour vous en disant « Alexandre a juste plus de centres d'intérêt ». J'ai commencé à remarquer des schémas que j'avais passé toute ma vie à ignorer. J'ai parcouru d'anciennes photos et j'ai compté. Dans les albums photos de famille, Alexandre apparaissait dans environ 4 fois plus de photos que moi. À Noël, la chaussette d'Alexandre était toujours accrochée en premier au centre de la cheminée. La mienne était sur le bord, parfois partiellement cachée par une guirlande. Je sais comment cela sonne. Je sais que certains d'entre vous pensent, Michel, tu as 32 ans. Passe à autre chose. Et vous savez quoi? C'est juste. Je vous entends. Mais voici le truc. Ce n'est pas à propos du gâteau. Le gâteau n'était que la dernière goutte d'eau dans un vase qui se remplissait depuis 3 décennies. Le gâteau a été le moment où j'ai finalement baissé les yeux et réalisé que je me tenais au milieu d'une inondation.
Environ 6 semaines après mon anniversaire, il s'est passé quelque chose qui a empiré toute la situation. Alexandre s'est fiancé à Élise. Et la façon dont je l'ai découvert a été par le biais de la publication Facebook de ma mère. Pas un appel téléphonique, pas un texto. Une publication Facebook avec une photo d'Alexandre un genou à terre dans un domaine viticole de la vallée de la Loire. Et la légende de maman disait, « Mon petit garçon va se marier. » Le moment le plus fier de ma vie. Le moment le plus fier de sa vie. Je n'ai pas appelé pour féliciter. Je sais que ça me donne le mauvais rôle et je suis prêt à l'accepter, mais je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à décrocher le téléphone et à célébrer une autre étape importante pour la personne pour laquelle ma famille avait passé 30 ans à s'extasier pendant que je restais en marge. Alexandre m'a envoyé un texto à ce sujet 2 jours plus tard. Son message disait « Je suppose que tu as vu la nouvelle. On pense à l'automne prochain. Tu seras là, n'est-ce pas? Pas, veux-tu être mon témoin? Pas, j'adorerais que tu fasses partie de ça. Juste, tu seras là, n'est-ce pas? » Comme si ma présence était une évidence. Comme si me pointer était tout ce qu'on attendait de moi. Je n'ai pas répondu pendant 3 jours. Quand je l'ai finalement fait, j'ai juste dit « Félicitations, mec. Heureux pour vous deux. » Court, poli, distant. Le genre de message que l'on envoie à un collègue, pas à un frère. Puis est arrivé le grand dîner familial de Noël. Maman m'a envoyé un texto la semaine précédente. Le dîner est à 14 heures. Apporte ce vin que tu as apporté la dernière fois. Alexandre et Élise vont annoncer leur projet de mariage. Pas de nous serions ravis de te voir. Pas de tu nous manques. Juste un ensemble d'instructions et un rappel que même un dîner de fête allait tourner autour d'Alexandre. Je n'y suis pas allé. J'ai dit à maman que je devais travailler, ce qui était un mensonge. J'ai passé ce dîner de famille dans mon appartement à manger un poulet rôti de l'épicerie et à regarder le football américain avec Oscar. Et honnêtement, c'était le dîner de famille le plus paisible que j'ai eu depuis des années. Pas besoin de s'asseoir au bout de la table pendant que tout le monde gravite autour d'Alexandre. Pas besoin de faire semblant de rire aux blagues de papa qui ne m'étaient jamais adressées. Pas besoin de voir maman s'illuminer quand Alexandre entrait dans la pièce d'une manière dont elle ne s'illuminait jamais pour moi. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner ce soir-là. Maman a appelé 2 fois. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal qui disait « Michel, ton absence a été remarquée. Tante Sylvie a demandé de tes nouvelles. » C'était gênant. C'était de nouveau là. Pas d'inquiétude pour moi. L'inquiétude de l'image que donnait mon absence. J'étais un accessoire. J'étais un élément de décor. Quand l'élément de décor disparaît, la scène a l'air bizarre. Et c'est ça le problème. Non pas que l'élément de décor puisse souffrir, juste que la scène a l'air bizarre. Papa n'a pas appelé. Il n'a jamais appelé. De toute ma vie d'adulte, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où mon père m'a appelé sans que maman ne l'y oblige. 2 fois, c'était pour me demander de l'aider à déplacer des meubles. Une fois, c'était pour me dire que ma grand-mère était morte et une fois, c'était un appel accidentel depuis sa poche. Le réveillon du Nouvel An est arrivé. Je ne suis pas rentré non plus pour ça. J'ai dit à maman que je le passais avec des amis, ce qui était à moitié vrai. Mon pote Émilien du travail m'avait invité au dîner du réveillon de sa famille et j'y suis allé et c'était l'expérience la plus étrange. Sa mère, Monique, m'a demandé 3 fois si je voulais plus de purée. Son père, le grand Henri, m'a posé des questions sur mon travail et a vraiment écouté la réponse. Sa sœur, Coralie, m'a préparé une assiette à emporter. Ces personnes me connaissaient depuis environ 4 heures et m'ont mieux traité que ma propre famille en 32 ans. Je me suis assis dans la chambre d'enfant d'Émilien après, en attendant que la bûche sorte, et j'ai failli craquer. Non pas parce que j'étais triste, parce que j'étais en colère. En colère que ce soit ainsi que cela était censé être ressenti. Sur le chemin du retour de chez Émilien, j'ai pris une décision. J'avais fini d'y retourner. Pas avec colère, pas avec une déclaration dramatique, juste fini. Discrètement, définitivement fini. J'allais construire une vie qui n'incluait pas d'attendre près de la porte des personnes qui ne pouvaient même pas écrire correctement mon prénom sur un gâteau. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait à moi et ce serait selon mes propres conditions. Je ne savais pas alors que ma famille viendrait frapper à ma porte plus tôt que prévu.
Et je ne savais certainement pas ce qu'ils auraient l'audace de me demander. Les 2 premiers mois après avoir arrêté de rentrer à la maison ont été difficiles d'une manière que je n'avais pas anticipée. Non pas parce que le dysfonctionnement me manquait. L'idée de ce que cela aurait dû être me manquait. Il y a une différence. Ce n'était pas de m'asseoir à cette table en me sentant invisible qui me manquait. C'était la version de cette table qui existait dans ma tête. Celle où quelqu'un demandait vraiment comment j'allais et le pensait sincèrement. Je me suis jeté dans le travail. Pas d'une manière triste et malsaine, mais de la manière dont on le fait quand on a soudainement beaucoup d'énergie émotionnelle sans savoir où la mettre. Je me laissais porter dans mon travail en logistique depuis des années. Faisant un travail compétent, mais ne cherchant jamais à en faire plus. Parce que quelque part dans un coin de mon esprit, j'avais toujours cru à l'histoire que ma famille racontait sur moi. Que j'étais le gars fiable, le gars constant, celui qui n'avait pas besoin de grand-chose. Fiable n'est qu'une façon polie de dire oubliable. Constant n'est qu'un joli mot pour ignorer. Ma patronne, une femme nommée Caroline, oui, Caroline, ses parents étaient créatifs, me disait depuis 2 ans que je sous-performais par rapport à mes capacités. J'avais toujours plus ou moins haussé les épaules, mais en janvier, elle m'a convoqué dans son bureau et a dit « Michel, je te mets sur le gros contrat avec la chaîne de supermarchés régionale. C'est le plus gros contrat de distribution sur lequel nous avons fait une offre depuis 3 ans. Si tu décroches ça, tu as en vue un titre de directeur principal des opérations et une augmentation de salaire qui te fera pleurer de joie. » Je ne sais pas ce qui m'a pris. L'ancien Michel aurait dit « Êtes-vous sûr ? Peut-être que quelqu'un d'autre devrait s'en occuper. » Le nouveau Michel a dit « Quand est-ce que je commence ?» Le compte était un monstre. C'était une chaîne régionale de supermarchés en expansion dans plusieurs nouveaux départements, et ils avaient besoin d'un partenaire logistique capable de gérer la distribution sous chaîne du froid à travers un réseau de 240 magasins. Le processus d'appel d'offres a nécessité 8 semaines d'analyse, de visites sur site, de rédaction de propositions et plus de feuilles de calcul que je n'en avais jamais vues de ma vie. J'ai travaillé tard. J'ai travaillé les week-ends. J'ai travaillé malgré un rhume qui a essayé de me tuer en février. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais doué pour quelque chose et les gens le remarquaient. Émilien a été d'une aide précieuse. Il était dans la division des ventes et avait des contacts avec l'équipe d'approvisionnement de la chaîne. Il me fournissait des informations sur ce qu'il priorisait, à quoi ressemblaient les offres concurrentes et qui étaient les décideurs clés. Nous sommes devenus une opération à 2 hommes, et quelque part au cours de ces nuits tardives, à revoir des feuilles de calcul et à manger de mauvais plats à emporter, Émilien est devenu ce qui se rapprochait le plus d'un frère que j'ai jamais eu. Il était direct, bruyant, racontait des blagues terribles et ne m'a jamais fait sentir une seule fois que je dérangeais. Une nuit de février, alors que nous travaillions tard, Émilien m'a regardé et a dit « Tu sais quel est ton problème, Michel ?» J'ai dit « J'en ai toute une liste, mais vas-y. » Il a dit « Tu ne sais pas que tu es le gars le plus intelligent de la pièce. Tu entres en t'excusant de prendre de la place. Arrête ça. » Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant. Personne dans ma famille ne m'avait jamais regardé pour me dire « Tu es intelligent. Tu es capable. Arrête de te faire tout petit. » Cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai dit quelque chose comme « C'est la chose la plus gentille qu'un homme qui mange des sandwichs de station-service au petit déjeuner m'ait jamais dite, mais j'y ai pensé pendant des jours. » Nous avons décroché le contrat début mars. C'était le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Caroline a emmené toute l'équipe dîner, et pendant le toast, elle a spécifiquement dit « Cela ne serait pas arrivé sans Michel. » C'est lui qui a fait en sorte que ça marche. Les gens ont applaudi. Émilien a sifflé. Je me tenais là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Fier de moi et entouré de personnes qui étaient fières de moi aussi. La promotion est arrivée 2 semaines plus tard. Directeur principal des opérations. L'augmentation était suffisamment importante pour que je commence à chercher des maisons au lieu d'appartements. Assez pour que je puisse arrêter de vivre comme quelqu'un qui attendait que la prochaine mauvaise chose se produise et commencer à vivre comme quelqu'un qui méritait de bonnes choses. J'ai trouvé un endroit en avril, une maison de 3 chambres dans une rue calme à Saint-Avertin, à environ 20 minutes de Tours. Elle avait une grande cour arrière avec un chêne qui devait avoir 100 ans, une terrasse avant avec une balancelle, et une cuisine avec un vrai espace de comptoir, ce qui ressemblait à un luxe après des années d'appartement où on ne pouvait pas ouvrir le four et le réfrigérateur en même temps.
Oscar a adoré. Il a passé la première semaine à se promener de pièce en pièce comme s'il inspectait les lieux. Je lui ai dit qu'il était l'homme de la maison maintenant, et il m'a regardé comme s'il avait attendu que je le reconnaisse. À peu près à la même époque, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Elle s'appelait Sophie. C'était une vétérinaire qui travaillait à la clinique animale où j'emmenais Oscar pour son contrôle annuel. Elle avait cette façon d'être, calme, chaleureuse et observatrice. Le genre de personne qui vous pose une question et écoute ensuite réellement la réponse. Nous avons commencé à discuter dans la salle d'attente et je l'ai invité à prendre un café, ce qui est l'histoire d'origine la plus ennuyeuse du monde, mais toutes les histoires d'amour ne doivent pas nécessairement commencer par une course-poursuite en voiture. Sophie a été bonne pour moi de manière que je découvre encore. Elle n'a pas eu pitié de moi quand je lui ai parlé de ma famille. Elle ne s'est pas précipitée pour dire « Oh, je suis sûr qu'ils t'aiment à leur façon ». Ce qui est ce que la plupart des gens disent, et qui est l'équivalent émotionnel de mettre un pansement sur un fémur cassé. Au lieu de cela, elle m'a juste regardé et a dit « Ce n'est pas correct. Tu méritais mieux que ça. » Simple, direct, vrai. Avec Sophie, j'ai commencé à comprendre ce que l'on ressent quand on est la priorité de quelqu'un. Elle se souvenait des choses que je disais. Elle remarquait quand j'étais silencieux. Elle était présente, pas de manière spectaculaire, juste dans les petites choses quotidiennes qui comptent vraiment. Elle m'envoyait des textos pour me demander comment s'était passée une réunion. Elle m'apportait du café le samedi matin sans qu'on le lui demande. Elle m'écoutait parler du contrat comme si c'était la chose la plus intéressante du monde, même si elle n'avait aucun intérêt pour la logistique de la chaîne d'approvisionnement. À la fin du printemps, ma vie était complètement différente de ce qu'elle était 6 mois plus tôt. Nouveau titre de poste, nouvelle maison, nouvelles relations, nouvelles amitiés. Je dormais mieux, je mangeais mieux, je riais plus. J'avais commencé à jouer au basketball le mercredi soir avec Emilien et un groupe de gars du travail. Je lisais à nouveau, je cuisinais de vrais repas, j'emmenais Oscar faire de longues promenades dans le quartier. Je devenais une version de moi-même que j'aimais vraiment. Et à travers tout cela, le silence de ma famille est resté constant. En 5 mois, j'avais reçu un total de 4 textos de ma mère. Tous concernaient des questions de logistique. Avais-je la nouvelle adresse de tante Sylvie? Savais-je quelle taille de chemise papa portait? Est-ce que je venais à la fête de fiançailles d'Alexandre? Pas de « Comment vas-tu » Pas de « Tu nous manques » Pas de « J'ai pensé à ce qui s'est passé à ton anniversaire » Juste des demandes de maintenance de la part de personnes qui ne remarquaient le porte-manteau que lorsqu'elles avaient besoin d'y accrocher quelque chose. Je ne suis pas allé à la fête de fiançailles d'Alexandre. La réaction de maman s'est résumée à un seul texto. Ton absence a été blessante pour ton frère. J'ai presque ri. Mon absence a été blessante. Pas les 32 années à être secondaire. Pas le gâteau d'anniversaire. Pas la publication Facebook. Mon absence. Parce que c'est la seule chose qui les affectait. Je n'ai pas répondu à ce texto. J'ai rangé mon téléphone, je suis sorti sur ma terrasse, je me suis assis sur la balancelle avec Oscar et j'ai regardé les lucioles apparaître au-dessus du jardin. Le chêne était plein et vert. L'air du soir sentait l'herbe coupée. Et quelque part plus loin dans la rue, quelqu'un faisait griller des viandes. Pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être. Et je n'attendais la permission de personne pour ressentir cela. Ce que je ne savais pas, c'est que ma mère était sur le point de m'envoyer un autre texto. Et ce qu'elle allait me demander allait être si absurde, si complètement déconnecté de la réalité que même maintenant en vous en parlant, je n'arrive toujours pas à croire que ce soit vraiment arrivé. C'était un mardi soir au début de juin quand le texto est arrivé. J'étais assis sur ma terrasse avec Sophie. Oscar dormait entre nous et nous parlions de faire éventuellement une escapade d'un week-end dans la vallée de la Loire. Mon téléphone a vibré et j'ai baissé les yeux. C'était maman. Michel, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. L'anniversaire d'Alexandre approche dans 3 semaines et je veux lui organiser une fête surprise. Une grande. Peux-tu t'occuper de l'organisation? Tu es tellement doué pour organiser les choses. Appelle-moi quand tu auras reçu ça. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai lu une 3e fois juste pour m'assurer que je ne faisais pas une attaque. Ma mère, la femme qui m'avait servi un gâteau d'anniversaire avec le prénom de mon frère dessus, qui avait publié la photo sur Facebook sans réfléchir une seconde,
qui m'avait dit que mon absence était embarrassante au lieu de demander pourquoi j'étais parti. Me demandait maintenant d'organiser une fête d'anniversaire surprise pour le frère dont le prénom était sur mon gâteau. Sophie a vu mon visage et a dit, « Que s'est-il passé ?» Je lui ai tendu le téléphone. Elle a lu, puis m'a regardé avec cette expression qui était à moitié de l'incrédulité et à moitié la tête que l'on fait quand on regarde quelqu'un foncer dans une porte en verre. « Elle n'est pas sérieuse, » a dit Sophie. « Elle est absolument sérieuse, » ai-je répondu. C'est tout à fait son genre. Je n'ai pas répondu ce soir-là. J'avais besoin de réfléchir. Pas sur le fait de le faire ou non, car la réponse était manifestement non, mais sur ce que ce moment signifiait réellement. Ma mère n'était pas malveillante. C'est la chose que les gens ne comprennent pas au sujet des familles comme la mienne. Elle n'était pas assise dans sa cuisine en train de tortiller une moustache de méchant, imaginant des moyens de me faire du mal. Elle ne voyait sincèrement pas le problème. Dans son esprit, j'étais le gars organisé, le gars capable, celui qui gère les choses. Me demander d'organiser la fête d'Alexandre n'était pas une insulte. C'était un compliment. Le fait que c'était profondément, viscéralement maladroit étant donné tout ce qui s'était passé ne l'effleurait pas, parce que dans sa version de la réalité, rien ne s'était passé. J'étais parti tôt de mon dîner d'anniversaire. C'était impoli. Fin de l'histoire. Le lendemain matin, maman a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé au déjeuner. Messagerie vocale. Ce soir-là, elle a envoyé un texto, « Michel, je sais que tu es occupé, mais c'est urgent. Alexandre mérite quelque chose de vraiment spécial cette année. Il a eu une grande année avec les fiançailles et tout. S'il te plaît, appelle-moi. Alexandre mérite quelque chose de vraiment spécial cette année. » Je suis resté à méditer sur cette phrase pendant un moment. Chaque année était l'année d'Alexandre. Chaque dîner était le dîner d'Alexandre. Chaque gâteau était le gâteau d'Alexandre. Apparemment, même le mien. J'ai appelé Émilien, non pas parce que j'avais besoin de conseils, mais parce que j'avais besoin de le dire à voix haute à quelqu'un qui réagirait comme un être humain normal. Émilien n'a pas déçu. Il y a eu une solide pause de 4 secondes après que je lui ai dit, suivi de « Mon frère, je vais avoir besoin que tu répètes ça parce que je crois que mon cerveau vient de le rejeter. » Je l'ai répété. Il a ri, pas un petit rire poli, mais un rire à s'en étouffer qui l'a obligé à poser le téléphone. Quand il a récupéré, il a dit « Michel, ta famille est incroyable. C'est comme demander au gars à qui tu es rentré dedans par l'arrière de réparer la bosse. Qu'est-ce que tu vas faire ? » Je n'en ai aucune idée, ai-je dit. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Quelque chose prenait forme dans un coin de mon esprit. Pas de la vengeance exactement, plutôt de la clarté. Si ma mère voulait que j'organise une fête, peut-être que je devrais organiser une fête, juste pas le genre de fête auquel elle s'attendait. Je l'ai rappelé le lendemain. Je suis resté bref et calme. J'ai eu tes messages, maman. Je vais aider pour la fête d'Alexandre. Elle était ravie. Absolument aux anges. Oh, Michel, c'est merveilleux. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu as toujours été si fiable. Fiable. Encore ce mot. Le cousin poli d'oubliable. Au cours de la semaine suivante, maman m'a fourni les détails. Elle la voulait chez elle, avec un traiteur pour environ 40 personnes, toute la famille élargie plus les amis d'Alexandre. Elle voulait un groupe de musique ou au moins un bon système de haut-parleurs pour une sélection musicale. Elle voulait des décorations bleu marine et or parce que c'était les couleurs d'Alexandre. Elle voulait un diaporama photo des réalisations de la vie d'Alexandre, de l'enfance jusqu'aux fiançailles. Elle voulait un gâteau de la même boulangerie. Elle a spécifiquement dit, « Assure-toi que le gâteau indique Alexandre cette fois », et je jure qu'elle l'a dit sans une once d'ironie. J'ai failli lui demander quel nom elle pensait qu'ils y mettraient accidentellement, mais j'ai tenu ma langue. Je lui ai dit que je m'occuperais de tout, et je l'ai fait. J'ai commencé à planifier, mais j'ai aussi commencé à faire autre chose. J'ai commencé à préparer une présentation d'un autre genre. Pas un diaporama des plus grands succès d'Alexandre, mais une compilation des miens. Chaque photo de famille où j'étais coupé au montage ou poussé sur le bord. La capture d'écran de la publication Facebook de maman avec mon gâteau d'anniversaire qui portait le prénom d'Alexandre. Des textos de ma mère où la seule fois où elle me contactait, c'était pour demander quelque chose.
Une comparaison côte à côte des albums souvenirs. Les 3 volumes d'Alexandre contre mon seul volume incomplet. Le décompte des cadeaux de Noël de l'année où j'avais compté. La liste des événements scolaires auxquels mes parents avaient assisté pour Alexandre par rapport à ceux auxquels ils avaient assisté pour moi. La photo du gâteau d'anniversaire avec la légende. Je ne faisais pas ça pour humilier qui que ce soit. Je veux être clair là-dessus. Je le faisais parce que ma famille avait passé 32 ans à raconter une histoire sur qui j'étais et qui était Alexandre, et aucun d'entre eux n'avait jamais vu les preuves exposées clairement. Ils n'avaient jamais eu à tout regarder en même temps. Ils n'avaient jamais eu à s'asseoir dans la même pièce et à affronter ce schéma. Sophie m'a aidé à le préparer. C'est elle qui a suggéré de le présenter non pas comme une attaque mais comme un au revoir. Si tu y vas de manière agressive, ils se mettront sur la défensive et rien ne changera, a-t-elle dit. Mais si tu y vas calmement avec des faits et que tu leur dis ce que tu as décidé, ils ne peuvent pas s'y opposer. Ils ne peuvent que le ressentir. Elle avait raison. Elle a agaçam raison sur la plupart des choses. Honnêtement, c'est l'une de ses qualités les meilleures et les plus irritantes. Émilien m'a aidé aussi, à sa manière. Il s'est surtout assis sur mon canapé à manger des frites et à m'apporter un soutien moral, ce qui consistait à dire des choses comme « ça va être légendaire » et « est-ce que je peux être là quand ça arrivera ?» Je lui ai dit non, mais que je lui ferai un compte-rendu complet. J'ai aussi fait quelque chose de pratique. J'ai appelé une thérapeute familiale nommée Dr Léonie Valois, que j'avais commencé à consulter en février. Je lui ai dit ce que je prévoyais et j'ai demandé si elle pensait que c'était une idée terrible. Elle a dit, Michel, je pense que l'idée terrible était de passer 32 ans à faire semblant que tu acceptais la façon dont il te traitait. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de la vérité. Et la vérité n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a juste besoin d'être claire. Alors, j'ai organisé les 2 événements simultanément. La fête que ma mère voulait, le traiteur, les décorations, la liste des invités, la sélection musicale, toute la production. Et le moment dont j'avais besoin, une présentation calme, factuelle et indéniable de tout ce que je portais, livrée au seul moment où toute la famille serait dans la même pièce. La fête était prévue pour le dernier samedi de juin. Je me suis coordonné avec tante Sylvie pour m'occuper de la nourriture. J'ai loué des chaises et des tables. J'ai organisé les décorations. J'ai même pris le gâteau. Et oui, il y avait écrit Joyeux anniversaire Alexandre dessus avec un glaçage bleu, tout comme le mien. Je l'avais demandé spécifiquement. Même boulangerie, même police, même petite guitare. Maman était ravie des progrès. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos de mise à jour et des compliments. Et honnêtement, c'était l'attention la plus importante qu'elle m'ait accordée depuis des années. Michel, tu fais un travail tellement merveilleux. Alexandre va adorer ça. Et à chaque fois qu'elle disait ça, je ressentais un petit pincement de quelque chose. Pas de la culpabilité exactement, plutôt de la tristesse, parce qu'elle avait raison. Je faisais un travail merveilleux. Je l'avais toujours fait. Elle ne l'avait simplement jamais remarqué jusqu'à ce que ce soit pour Alexandre. La veille de la fête, je me suis assis dans mon salon avec Sophie et j'ai tout revu une dernière fois. La présentation était sur mon ordinateur portable, propre et simple. Des photos, des captures d'écran, des dates. Pas de commentaires subjectifs. Pas de légende conçue pour blesser. Juste des preuves. 32 ans de preuves. Sophie a serré ma main et a dit, « Es-tu sûr de ça ?» Je l'ai regardé. J'ai regardé Oscar, qui dormait sur le tapis. J'ai regardé autour de cette maison que j'avais achetée avec mon propre argent, dans une vie que j'avais construite de mes propres mains, entourée de personnes qui se souciaient vraiment de moi. Et j'ai dit, je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Samedi matin, j'ai tout chargé dans ma voiture et j'ai conduit les 90 minutes jusqu'à la maison de mes parents pour la dernière fois. La fête était magnifique. Je ne vais pas mentir à ce sujet. L'arrière-cour était ornée de guirlandes lumineuses. Les tables étaient dressées avec du linge bleu marine et or. Le traiteur avait préparé un buffet qui sentait incroyablement bon, et le gâteau trônait au centre de la table des desserts comme un monument glacé à l'existence de mon frère. Une quarantaine de personnes déambulaient dans le jardin, un verre à la main, attendant l'arrivée d'Alexandre. Maman virevoltait d'invité en invité, disant à tout le monde, « Michel a tout organisé, n'est-ce pas magnifique ?» Oui, maman, ça l'est. Alexandre est arrivé à 16h pile.
Élise l'avait conduit sous prétexte de venir chercher quelque chose chez maman. Et quand il a franchi le portail du fond, tout le monde a crié surprise. Il avait l'air sincèrement heureux. Il a serré maman dans ses bras. Il a serré papa dans ses bras. Il a serré Élise dans ses bras. Puis il m'a vu et s'est approché. Michel, mec, c'est incroyable. Maman m'a dit, tu as fait tout ça. Je lui ai serré la main et j'ai dit, joyeux anniversaire, Alexandre. Il m'a pris dans ses bras. C'était le plus de contact que nous avions eu depuis des mois. Et je l'ai laissé profiter de ce moment parce que ce qui allait suivre ne consistait pas à le punir. Alexandre n'était pas le méchant de cette histoire. Il était le bénéficiaire d'un système qu'il n'avait pas construit. Mon problème n'a jamais été avec mon frère. Mon problème était avec le système et les deux personnes qui le dirigeaient. La fête a continué pendant environ 1 heure. Les gens ont mangé, ri, raconté des histoires sur Alexandre. Papa a porté un toast qui a duré 6 minutes, ce qui faisait environ 5 minutes et 55 secondes de plus que n'importe quel toast qu'il m'avait jamais porté. Maman a pleuré pendant le toast. Naturellement, tante Sylvie a pris environ 400 photos. C'était une célébration magnifique, chaleureuse et parfaitement orchestrée de l'enfant prodige. Ensuite, ce fut le moment du gâteau. Maman l'a apporté à la table des desserts et a appelé tout le monde. Elle a commencé à chanter et tout le jardin s'est joint à elle. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, cher Alexandre. Joyeux anniversaire à toi. Alexandre a soufflé les bougies. Tout le monde a applaudi et puis je me suis avancé. Et, tout le monde. Puis-je avoir 1 minute? Je l'ai dit assez fort pour que ma voix porte à travers le jardin, mais assez calmement pour que cela ne ressemble pas à une scène. Les gens se sont tournés. Maman m'a souri, s'attendant probablement à un toast. Papa a hoché la tête comme pour dire « vas-y ». J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté à l'enceinte sans fil que j'avais installée plus tôt. J'ai préparé un petit diaporama pour l'occasion, ai-je dit. Juste quelques photos de famille et des souvenirs. J'ai pensé que ce serait sympa. Maman a même joint ses mains ensemble. Oh, Michel, quelle délicate attention. Les premières diapositives étaient des photos de bébé normal d'Alexandre, des vacances en famille, des photos d'école. Les gens ont ri, ont pointé du doigt et ont dit, oh, c'était exactement ce à quoi ils s'attendaient. Et puis les diapositives ont changé. La photo suivante était l'album de souvenirs d'Alexandre. Épais de 3 volumes avec des pages, des photos et des autocollants. Puis mon album de souvenirs, un seul volume, les 12 dernières pages vierges. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé planer. Ensuite, la photo du gâteau d'anniversaire est apparue, celle d'octobre. Moi debout derrière un gâteau qui disait « Joyeux anniversaire, Alexandre ». Pour mon 32e anniversaire. La légende Facebook de maman en dessous. Célébration de l'anniversaire de notre Michel avec toute la famille. Tellement béni. J'ai observé les visages dans le jardin. Certaines personnes plissaient les yeux, d'autres se penchaient pour mieux voir, quelques-unes avaient l'air confuses. La bouche de Camille s'est légèrement ouverte. Puis vinrent les textos. Le texto de maman après mon départ. Tu es parti sans dire au revoir samedi. C'était impoli. Tante Sylvie l'a remarqué. Le texto de maman me demandant d'organiser cette fête. Alexandre mérite quelque chose de vraiment spécial cette année. Le comparatif des cadeaux de Noël. La liste des événements scolaires. Juste la vérité. Une diapositive à la fois. Le jardin était silencieux. On pouvait entendre le traiteur déplacer des plateaux à l'intérieur de la maison. Quand le diaporama s'est terminé, j'ai éteint l'enceinte et j'ai regardé ma famille. Le visage de maman était devenu blanc. La mâchoire de papa était crispée. Alexandre fixait le sol. Élise avait sa main sur son bras. Tante Sylvie tenait son verre de vin comme si elle avait oublié qu'il existait. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas tremblé. J'ai juste parlé. Je veux être clair sur une chose. Je n'ai pas fait ça pour gâcher l'anniversaire d'Alexandre. Joyeux anniversaire, Alexandre. Sincèrement, j'ai fait ça parce que chaque personne dans ce jardin vient de voir quelque chose qui s'est produit toute ma vie. Et pour la première fois, vous ne pouvez pas prétendre que ce n'est pas le cas. J'ai regardé ma mère.
Maman, tu m'as servi un gâteau avec le prénom d'Alexandre dessus pour mon anniversaire. Tu as publié la photo sur Facebook. Quand je suis parti, tu n'as pas demandé si j'allais bien. Tu m'as dit que j'étais impoli. Puis 2 mois plus tard, tu m'as demandé d'organiser la fête où tu te trouves en ce moment pour le frère dont le prénom était sur mon gâteau. Maman a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Ses yeux étaient humides et ses mains tremblaient. Une partie de moi voulait s'arrêter, mais j'avais fait ça toute ma vie. C'est comme ça que j'en étais arrivé là. J'ai regardé mon père. Papa, tu m'as dit de ne pas être dramatique le jour de mon anniversaire pendant que je me tenais devant un gâteau avec le prénom de quelqu'un d'autre dessus. Regarde autour de ce jardin tous les efforts qui ont été investis dans cette fête et demande-toi, est-ce que quelque chose de ce genre a jamais été fait pour moi? Papa n'a rien dit. Il a baissé les yeux vers ses chaussures. Pour un homme qui avait toujours une opinion, son silence en disait long. Alexandre s'est avancé. Michel, je ne savais pas pour les albums, les cadeaux, les événements. Je ne savais pas que c'était si grave. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. Et ce n'est pas de ta faute, mais c'est réel. Et je suis fatigué de prétendre que ça ne l'est pas. Le jardin est resté silencieux. Je ne jouais pas la comédie. Je ne cherchais pas l'approbation. Je disais simplement la vérité. Je ne demande pas d'excuses, ai-je dit. Je vous dis où en sont les choses. J'ai construit une vie dont je suis fier. J'ai un travail dans lequel je suis doué, une maison que j'ai achetée moi-même, des personnes qui me traitent comme si je comptais, et j'ai fait tout ça sans qu'aucun d'entre vous ne me demande comment j'allais. Alors, je vais rentrer chez moi. Et si l'un d'entre vous veut une relation avec moi à l'avenir, il va falloir la mériter. Pas avec des mots, avec des efforts. Parce que j'en ai fini d'être celui qui est présent et qui ne reçoit rien en retour. J'ai traversé le jardin, j'ai pris ma veste sur le dossier d'une chaise et je me suis dirigé vers le portail. Derrière moi, j'ai entendu maman commencer à pleurer. J'ai entendu tante Sylvie dire quelque chose à Camille. J'ai entendu papa prononcer mon nom juste une fois, doucement d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Je ne me suis pas retourné. Le trajet de retour a été différent cette fois. Pas de silence, pas de vide. J'ai appelé Sophie sur haut-parleur et je lui ai dit que c'était fait et elle a dit « Comment tu te sens ?» Et j'ai répondu « Comme moi-même ». Émilien a eu droit au compte-rendu complet ce soir-là autour d'une pizza. Sa réaction a été un hochement de tête suivi de « Michel, tu viens de devenir le personnage principal de ta propre vie. » Puis il a mangé 3 autres parts et m'a demandé si je voulais jouer au basketball mardi. C'est pour ça que j'adore Émilien. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont changé. Alexandre m'a envoyé un texto une semaine plus tard. Pas la phrase habituelle, mais un long message. Il a dit qu'il avait revu d'anciennes photos et qu'il avait vu de quoi je parlais. Il a dit que ça le rendait malade. Il a dit qu'il ne voulait pas me perdre. Nous avons discuté. C'est lent, prudent et honnête. C'est tout ce que je peux demander. Maman a envoyé une lettre manuscrite de 4 pages. Elle s'est excusée pour le gâteau, pour la publication Facebook, pour ne pas l'avoir vu plus tôt. Elle a dit qu'elle avait commencé à consulter un thérapeute. Je ne sais pas si c'est encore suffisant, mais c'est la première fois qu'elle le reconnaît par écrit sans chercher d'excuses. Ça compte. Papa n'a pas pris contact. Je ne suis pas surpris, mais Alexandre m'a dit que papa était silencieux ces derniers temps, différent, qu'il a demandé à Alexandre un soir, « Penses-tu que Michel a raison à notre sujet ?» Le fait qu'il ait posé la question signifie que l'idée est là. Ce qu'il en fera ne dépend que de lui. Quant à moi, je vais plus que bien. Je vais très bien. J'ai ma maison à Saint-Avertin avec le chêne et la balancelle sur la terrasse. J'ai Oscar qui est toujours l'homme de la maison. J'ai Sophie qui me fait rire et me donne l'impression d'être vue. J'ai Émilien qui m'envoie des publications humoristiques terribles à minuit et me rappelle que l'amitié n'est pas une question d'histoire, c'est une question de présence. Et chaque matin, quand je verse mon café et que je sors sur cette terrasse, je pense à cet enfant qui a mangé une part du gâteau d'anniversaire de quelqu'un d'autre en silence et qui est rentré seul chez lui. Je pense à combien de temps il a attendu que sa famille le remarque. Et je pense au moment où il a finalement arrêté d'attendre et a commencé à vivre. Cet enfant serait fier d'où j'en suis. Et pour la première fois de ma vie, je le suis aussi. Commentaire, je suis vraiment ému de voir à quel point cette histoire vous touche profondément. Pour moi,
Le respect de soi demeure la base la plus solide de toutes nos relations. Poser des limites claires nous permet de protéger notre énergie et notre sérénité. La guérison commence au moment précis où nous prenons la responsabilité de notre propre bonheur. Soyez vraiment gentil avec vous-même, même quand le monde qui vous entoure semble l'oublier. Choisir la paix intérieure plutôt que de rester dans une souffrance familière est un véritable acte de courage. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à vos relations avec bienveillance. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous voient et vous apprécient à votre juste valeur. Chaque petit pas vers cette tranquillité compte et transforme votre quotidien. Merci d'être ici avec moi et de chercher ensemble une vie plus légère et authentique. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.